À Panem 360, nous sommes avec François Couvreur, directeur artistique de l'ensemble Hopper, qui vient à la Semaine du 9. C'est pour la première fois, puisque la Semaine du 9 n'existe que depuis 1 an. Et donc, c'est votre première expérience avec cet ensemble belge, François. Bienvenue à Panem. Merci. Alors, c'est pas tout à fait notre première expérience. On a déjà eu une collaboration en 2019, en fait, avec le Vivier. C'était pas encore la Semaine du 9 n'existait pas à ce moment-là. Tout à fait, oui, voilà. C'était vraiment un concert hors de leur festival. Et on a déjà eu la chance de jouer avec eux et de nouer des contacts avec eux et avec James O'Callaghan notamment, qu'on va rejouer au concert ce jeudi. Parlez-nous de cet ensemble quand même qui est considérable. C'est une grosse formation. Et donc, il y a plusieurs instruments. Et quelle est l'approche de cet ensemble-là? Bon, il y a des instruments, entre guillemets, je dirais pas traditionnels, mais des instruments qui ne sont pas nécessairement liés à l'électronique ou à une approche fondamentalement texturale, mais bien des instruments qui sont utilisés dans le monde de la musique instrumentale à partir de la musique classique jusqu'aux instruments amplifiés. Oui, alors la base de notre ensemble, c'est le fameux quintet Pierre-Lunaire, hein, avec plus que la clarinette, le violoncelle, le piano et puis le violon alto. Et là-dessus, et c'est quand même, il faut dire que c'est comment dire ça, c'est un ensemble qui fonctionne bien parce que le fait d'avoir deux bois et puis un grave, un aigu, et puis en tout cas un qui peut aller un peu plus dans le grave, deux vents aussi, deux bois, deux cordes, un grave, un aigu, puis le piano qui peut jouer le rôle à la fois de percussion et puis de support harmonique. C'est quelque chose qui a directement fonctionné très très bien pour plein d'ensembles en fait, hein. C'est vraiment la base de plein d'ensembles. Et alors nous, on a choisi de greffer une guitare électrique, un setup de percussion et vraiment de fixer le trio à cordes pour les cordes et d'avoir un chef pour diriger tout ça. Donc c'est une sorte de super ensemble pyro-lunaire, si on veut augmenter et diriger. Néanmoins, on ne joue pas toujours en tutti. La pièce de James O'Callaghan, par exemple, qu'on va jouer ce jeudi, c'est pour un quatuor, donc clarinette, guitare, flûte et alto, avec de l'électronique. Et donc, on navigue un peu entre les deux, parfois des pièces avec des plus petits effectifs, parfois des pièces en tutti, comme la pièce de Pierre Things, qu'on joue ce jeudi aussi. Et puis, on navigue aussi entre le monde de l'électronique. On collabore souvent avec le Centre Henri Pousseur, notamment, qui est un centre de développement de musique électronique basé à Liège. Et puis, des pièces totalement acoustiques aussi. Vous êtes basé à Liège, donc il y a sûrement une émulation à Liège pour produire des ensembles aussi audacieux qui doivent évoluer quand même dans une plus ou moins en marge des grands courants qui sont prisés par l'industrie de la musique. Donc, pour y arriver, il doit y avoir une scène, il doit y avoir un milieu, une émulation. Oui, tout à fait. En fait, c'est même historique, hein, puisque l'ensemble Musique Nouvelle, qui est un ensemble belge et européen vraiment mythique, puisque c'est eux qui ont créé toutes les pièces d'Henri Pousseur au départ, puis ils ont eu vraiment des gens passionnants qui ont travaillé avec eux, comme Georges Eli Octors, par exemple, qui a fondé ou qui a travaillé avec Ictus après. Et Musique Nouvelle, qui est un des ensembles les plus vieux de musique contemporaine en Europe, s'est créé à Liège au départ. Et puis alors, ils sont partis, je pense, dans les années 90 ou dans les années 2000 à Mons, qui est une autre ville de Belgique. Et voilà, indépendamment de ça, c'est vrai qu'il y a toujours eu une place pour la musique contemporaine très particulière à Liège, parce qu'on a eu des grands compositeurs qui sont passés par là, parce qu'il y a eu aussi des grands artistes américains, comme Chet Baker qui est venu vivre à Liège, comme je pense aussi à Gareth List. Voilà. On a une tradition, c'est vrai, de musique non seulement improvisée, puis de recherche sonore à Liège qui est très particulière et qui est liée à la musique contemporaine aussi. Vraiment. Exactement. Et votre ensemble, lui, croyez-vous qu'il s'inscrit dans le grand sillon de la musique contemporaine? Bon, évidemment, ça vous parlez des trios Pierrot-Lunaire, et donc vous faites référence quand même à des traditions bien implantées depuis plusieurs décennies traditions, des lignées contemporaines relativement récentes dans l'histoire humaine, mais quand même assez pour nos propres existences qui ont quand même du temps là, derrière nous. Oui, certainement. Je ne pense pas que ça fasse vraiment. Certainement, peut-être un peu malgré nous aussi. Il n'y a rien à faire.
La musique, elle a une histoire et quoi qu'il arrive, on continue l'histoire sans vraiment le savoir non plus. Et c'est vrai qu'on essaye d'avoir une démarche plutôt liée au plaisir. Donc, on commande des pièces de compositeurs qu'on aime, qu'on a envie de défendre. On joue les pièces qu'on aime, qu'on a envie de défendre, tout simplement. Et il n'y a pas probablement pas plus que ça dans notre démarche, en fait, qui est assez simple et assez intuitive, en fait, dans la façon dont on aborde le répertoire. Et c'est vrai on fait pas énormément de répertoire non plus, de ce qu'on appelle répertoire de la musique contemporaine, c'est-à-dire qu'on joue probablement, je pense qu'à un tiers, grand maximum un tiers de notre répertoire, c'est de la musique déjà créée, et puis on a quand même deux tiers de notre répertoire qui est plutôt de la musique de création, donc vraiment qui a été commandée pour nous et qui est jouée par nous de façon exclusive. Pourriez-vous reprendre l'idée du Pierrot Lunaire augmenté? Parce que c'est intéressant, parce que vous partez sur la formation originelle, puis vous en avez fait des compléments, en fait, orchestraux, d'une certaine façon. Oui, tout à fait. Bah, c'est certainement une idée qui excite aussi vraiment les compositeurs. Moi-même, je suis compositeur aussi, et c'est une palette sonore complète, en fait, d'avoir ce genre de... Disons que c'est complet, et puis à la fois, c'est pas très original non plus, mais c'est complet, en fait, dans le sens où le fait d'avoir les deux bois qui représentent vraiment pratiquement tout un pupitre orchestral, puis d'avoir toute cette panoplie de cordes qui représentent aussi tout le pupitre. En fait, on a pratiquement... et puis alors, cette espèce de trio guitare, piano, percussion qui peut fonctionner à la fois comme des percussions ensemble, à la fois comme vraiment un bloc harmonique. Ça, c'est vraiment... c'est très pratique en fait pour composer, je pense. C'est très flexible aussi comme ensemble. Et donc voilà, et je sais que par exemple dans la pièce qu'on présente ce jeudi de Pierre Slings, il a choisi volontairement d'augmenter encore cet ensemble en rajoutant des petits synthés Casio qu'il a trouvé qui sont tout à fait désuets, qui produisent des sons vraiment très dépassés, un peu low-tech, et puis d'ajouter aussi des wah-wah tubes que les musiciens jouent, donc des petits tubes de métal qui vont résonner entre les mains des musiciens. Et donc c'est à la fois un groupe, disons, de musiciens très classiques, et puis en même temps qui permet d'avoir une belle flexibilité, et puis d'être augmenté encore à loisir. Oui. Si on plonge dans les œuvres qui sont présentées dans votre programme cette semaine à la semaine du 9, essayons d'avoir quelques indications sur les enjeux de ces œuvres-là pour bien les parcourir et être prêt à les entendre, et les écouter faites par vous, en fait. Ouais. Alors, on commence par une pièce de James O'Callaghan, qui est une pièce assez courte, une dizaine de minutes. Donc James, qui est un compositeur canadien, qui vit à Berlin aujourd'hui, et qu'on a rencontré en 2019 lors de notre première venue ici. On a tout de suite eu un très bon contact avec lui. Donc c'est vraiment une pièce qui travaille sur... Lui, il a fait un travail sur le ground. En fait, la pièce s'appelle Of Definition of Ground. Et donc c'est le buzz électrique qu'on peut entendre à travers des câbles, notamment si on branche un ampli ou qu'on le débranche. Et donc, il joue vraiment avec ça. Il y a la guitare qui prend vraiment un rôle très particulier, justement, dans la production de ce buzz. Et alors, ce qui est très particulier, c'est que, puisque vous avez un courant qui est différent du courant européen, ici, hein, vous êtes Oui. dans tous les cas, ça produit en fait une note donc forcément qui est différente. Et donc la pièce en fait a deux avatars. Il y a une version qu'on joue ici qui est accordée en fait sur ce buzz nord-américain. Et puis il y a une version en fait qui est jouable en Europe, qui est accordée, si vous voulez, sur le buzz européen. Et de cette façon-là, la pièce en fait peut jamais être reproduite à l'identique dans différents pays. Donc c'est vraiment un petit jeu très excitant autour de la transposition, autour de l'exclusivité de la création aussi, et puis d'un élément qui traverse notre quotidien aussi, qui est juste le buzz électrique. Et puis alors, la deuxième pièce qu'on joue, c'est vraiment un mastodonte, c'est une pièce de 45 minutes de Pierre Slings, qui a une esthétique très particulière. C'est quelqu'un qui travaille uniquement sur des pièces avec des formats très très longs, donc en général 40, 50 minutes, avec en général une idée aussi. C'est très... alors, ça sonne vraiment comme rien d'autre. C'est très complet, c'est massif, vraiment comme musique.
Et ça donne l'impression d'un espèce de climax qui n'accouche jamais. Donc, ça pousse tout le temps vers le haut, ça monte tout le temps. C'est vraiment une espèce de passion Saint-Mathieu, comme ça, en infini, dans une espèce de boucle qui ne finit jamais. Et c'est vraiment de la musique extrêmement énergique. C'est très demandant aussi. On est vraiment plongé dans un effort physique pour les musiciens qui est très, très long aussi. Et donc voilà, c'est vraiment une pièce magnifique qu'on apprécie énormément, qu'on a enregistrée en 2019, je pense, pour le label, ou 2020 pour le label Cyprès. Et donc voilà, on joue cette pièce-là qui est en fait à elle-même, qui est pratiquement tout un concert. L'évolution de la pièce au fil du temps, j'imagine qu'elle n'est pas la même que celle que vous avez enregistrée il y a quelques années. Vous l'avez jouée plusieurs fois. L'interprétation s'est transformée. On l'a joué énormément, effectivement. On a dû bien la jouer peut-être entre 15 et 20 fois, ce qui est beaucoup pour une pièce de musique contemporaine. Et effectivement, elle continue de progresser. À chaque fois qu'on la retravaille, on découvre des nouvelles choses dedans. C'est comme un bon livre ou un bon film, hein, finalement. Mais bon, voilà, l'enregistrement, ça reste un moment aussi où on fixe quelque chose et c'est le témoin d'un moment, en général, quel que soit l'enregistrement. Et d'ailleurs, c'est probablement pour ça aussi que certains chefs d'orchestre n'ont pas enregistré, que certains groupes n'ont pas enregistré. C'est parce que finalement, ça fixe un moment qui est fugace et ça fixe l'évolution d'une pièce. Maintenant, c'est vrai que ça a aidé quand même à fixer une certaine sensation de la pièce, une sensation des tempi, à ce qu'on puisse tous trouver la même patte sonore aussi, la reproduire en concert. Donc, à la fois, ça a fixé la pièce de l'enregistrer, certainement. Et puis, en même temps, c'est juste une pierre sur le chemin de cette pièce-là, quoi. Excellent. De toute façon, rien n'est stable, tout change et on s'imagine que dans quelques années, votre pièce aura fait du chemin encore et vous allez continuer à la jouer. Alors, donc, c'est très intéressant. C'est comme ça avec n'importe quelle pièce de tout le répertoire. Alors, donc, quels sont vos projets, les projets de l'ensemble Hopper pour l'avenir proche et peut-être l'avenir un peu plus lointain? Oui, oui. Bon, bah là, on se concentre d'abord c'est vrai, sur nos 2 concerts. Donc, on a un concert à Montréal là, ce jeudi 14, puis on va jouer le même programme à Chicoutimi le 16 mars. Et puis alors, on a toujours pas mal de pain sur la planche, des chouettes collaborations aussi. Il y a vraiment une grande nouveauté cette année-ci, c'est qu'on lance notre propre saison de concerts. Donc, on a eu l'idée de lancer 4 concerts à Liège, avec vraiment notre programmation de cœur, les pièces qui nous ont fait fantasmer depuis des années, qu'on avait toujours eu envie de jouer, qui sont parfois vraiment très exigeantes aussi et qui nécessitent vraiment qu'on ait le temps de les travailler, que ça ne réponde pas uniquement à une demande d'un programmateur, mais vraiment à notre volonté de programmation, pouvoir monter du nouveau répertoire aussi. Et donc ça, c'est vraiment un peu le nouveau grand projet extraordinaire de cette année. Et c'est une série de concerts qui s'appelle The Line. On a un site web qui détaille tout ça, qui s'appelle concertdeline.com. On trouve ça sur Internet très facilement en cherchant Ensemble Hopper The Line. Et donc voilà, on est vraiment très excités par cette série de 4 concerts. On en a fait un déjà le 19 février, qui a été vraiment un très beau succès. Et puis on réitère le 19 avril, et puis le 23 septembre, et il y aura un concert certainement en décembre encore dans cette série-là. François Couvreur de l'ensemble Hopper, je vous remercie beaucoup. Panem vous remercie et bon concert à Montréal. Merci à vous, Alain.